Mais bienvenue dans le ZCL News de ce mercredi 12 avril. Mais effectivement, nous sommes le 12 avril et nous avons des invités qui vont défiler tout au long de cette émission. On va recevoir Odile Joseph, la présidente de Freedom Butterflies. Elle sera accompagnée de Monique Vénéré, responsable du pôle art et culture de Freedom Butterflies. Un peu plus tard, on aura exceptionnellement Iman dans sa chronique In Power. José Thiour-Lepin sera là pour la chronique Mais c'est l'habitude. Et on va terminer avec Ludovic Enel, agriculteur pour Genati Culture, et Martine Fazer pour sa chronique culture selon Martine. Voilà un petit peu le sommaire des invités, mais ce n'est pas fini, puisqu'il y a aussi l'actualité. L'actualité, c'est un conflit familial. Une Port-Louisienne a vu son jardin complètement ravagé, un jardin agricole. Ça n'a pas fait fort. Et Charlie Dagonia s'est rendu sur place. Sujet, on va parler aussi des plantes médicinales, ce qu'on appelle les remèdes rasiers, sont de plus en plus utilisés et c'est une bonne chose dans le pays puisque nous n'y remèdes rasiers, il faut nous servir veille et il faut servir veille en manière bien particulier. Songez ça Henri-Joseph Tekadji. Le Parkinson, c'est une maladie qui fait des ravages sur les personnes d'un certain âge et qui une maladie vraiment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est embarrassante. Et effectivement, vous avez Parkinson et aussi le problème de mémoire, ce qu'on appelle l'Alzheimer. Ce sont des maladies qui touchent les personnes âgées. On en parlera avec Vianney Valverde. Et puis, il y avait... ce week-end, le conseil municipal des Abîmes et le maire Éric Jalton a fait le point sur l'affaire Clodo et le chlordécone. Voilà un petit peu le sommaire. On vous remercie d'être avec nous aussi nombreux tous les jours. Je signale que la réalisation est assurée aujourd'hui par notre ami Jordan, qui est là. Hier, c'était Yann. Et on va commencer tout de suite par nous rendre à Port-Louis, savoir exactement ce qui s'est passé. Reportage Charlie Dagonia. Tous les matins, on vient avec le monsieur qui travaille avec moi. Et le mercredi, comme je n'étais pas là, le mercredi matin, je ne suis pas venue sur le terrain parce que j'étais avec ma soeur aux pompes funèbres, parce qu'elle a perdu son époux. Et je ne suis pas venue. Le jeudi non plus, parce que je devais aller chercher mon ami à l'hôpital. Et c'est quand mon mari est venu dans l'après-midi, après son travail, il est venu, et il a vu le dégât, il m'appelle, il me dit « Marie, est-ce que c'est toi qui as demandé à mettre du tuf sur le terrain ?» J'ai dit « Non ». Alors il me dit « Il y a plein de tuf sur le terrain, il y a au moins 5 camions, tout a été écrasé, tout est démoli, il a arraché il avait fait ça une fois. Et quand on a aplani le tuf, il est venu encore plus chargé, quoi. Et c'est à ce moment et c'est le jeudi, quand mon mari est venu, il a constaté les dégâts. Et puis, quand je suis venue, les gens nous ont appelés aussi pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Ils croyaient que c'était un cyclone. C'est le petit frère de mon époux. Et il était venu avec sa copine nous menacer, dit qu'ils vont nous tuer tous les deux sur le terrain. Il a écrasé les patates, les ignames que j'avais, les piments. Il a coupé les piments végétariens parce que nous, on cultivait, comment dirais-je, les produits pour pouvoir... les produits maraîchers, qu'est-ce qu'on dit? Et puis, bon, pour donner aux gens et partager. Quand je peux vendre, je vends aussi un petit peu. Mais on s'occupait. Il y avait de la canne, tout ça, on a coupé. Et bon, on était là en train de... Parce que normalement, je devais replanter tout à neuf. Et malheureusement... je ne peux plus rien faire là maintenant. J'ai porté plainte à la gendarmerie, on a déposé des mains courantes et on a fait les photos et j'ai donné tous les documents à la gendarmerie et les papiers comme quoi qu'on a droit d'exploiter ce terrain, mon mari. Et puis, puisque le maire nous a donné l'autorisation, on a même fait mettre l'eau agricole. Alors, j'avais fait un forage aussi pour de l'eau potable. Et puis voilà, et puis qu'on puisse faire les choses en grand. Je demande que justice soit faite et que tout, comment dirais-je, comment je peux dire ça? Normal, et puis qu'on me laisse en paix, qu'on a la paix et la tranquillité. Voilà, un acte vraiment malveillant en espérant que cette dame pourra un jour retrouver son jardin pacifiquement, apaisé et sans problème. Ça n'a pas fait fort entre nous-mêmes
que nous avons fait nous méchanceté comme ça, on va avoir intérêt là, mais enfin bon, il y a sûrement d'autres choses derrière. Sujet, alors on va parler des plantes médicinales. Vous savez que pendant la période du Covid, la question des plantes médicinales est revenue d'actualité, mais bien avant, on sait tout le travail qui avait été fait par Henri-Joseph, entre autres, par Suzy Zozio aussi, pour permettre aux Guadeloupéens de reprendre les bonnes habitudes, les habitudes du passé, notre TPI, notre atumo, enfin toutes ces plantes que vous connaissez et que vous utilisez et qu'on utilisait et qu'on avait un petit peu perdu l'usage ici parce qu'on s'était laissé envahir progressivement par les médicaments chimiques qui sont vendus dans les pharmacies. Alors non pas que les médicaments chimiques que les pharmacies sont totalement négatifs, mais quelquefois, les plantes médicinales permettent une guérison aussi bonne que ces produits vendus en pharmacie. Alors donc, je le disais, depuis le Covid, les gens ont commencé à recultiver, développer l'usage de ces plantes. Nous connaissons toutes les que nous pouvons faire avec toute qualité fleurs, toute qualité plante. Et donc, il y a eu un petit sujet intéressant fait sur les remèdes gaziers, une façon de nous encourager à réutiliser ou à utiliser nos R2, qu'on les appelle R2 comme remèdes gaziers. Sujet, Séverine Méridan. Nous avons 3800 espèces, 1800 genres, 625 plantes médicinales. Donc, il m'aurait fallu plusieurs séances pour vous parler de toutes les propriétés des plantes. Mais aujourd'hui, il y a là autour de moi, je sais, plus d'une cinquantaine de plantes. Et parmi elles, celles qui sont entrées à la pharmacopée française en 2005 et en 2013. Au total, 17 plantes. Et nous allons voir comment certaines peuvent soigner la grippe, peuvent soigner la conjonctivite, peuvent soigner les maux de ventre, la diarrhée, et à côté, quelques-unes qui soignent les affections. Il y a des plantes qu'un Guadeloupéen ne peut pas ne pas connaître. Et maintenant, il y a une prise de conscience de cette réalité. Et maintenant, dans les écoles, on forme, et il y a des projets pédagogiques qui permettent d'initier déjà, et ça je l'ai déjà fait, même dans les classes le cours élémentaire, le cours moyen, et les lycées, et chacun vient selon son niveau, selon sa possibilité de maîtriser les connaissances, chacun commence en Guadeloupe à apprendre un petit peu les richesses de notre environnement en plantes. Et Mme Gustave aussi, c'est une véritable spécialiste de l'usage de ces plantes, on le sait, et elle a fait de nombreuses interventions. Alors, la question, c'est est-ce que nous commençons à planter ces herbes-là, herbes à pic, contre Atumo, toute qualité des herbes que nous avons l'habitude de servir avec, il faut nous prendre l'habitude de ça à casa nous, parce que, comme elle disait tout à l'heure, on a pratiquement, j'ai envie de dire, remède à tout mot, à tous les mots. Donc, recommencer à utiliser ces plantes médicinales, c'est peut-être nécessaire pour notre bien-être et pour notre bien-être physique et quelquefois même moral. On va revenir un petit peu sur le lundi de Pâques, puisque lundi de Pâques, c'était juste avant hier. Hein. Tout le monde était dehors, c'était la grande fête. Et certains endroits, il y avait des campings, mais d'autres endroits, on sait que des campings ont été interdits, notamment dans la région de Sainte-Anne. Mais enfin, les Guadeloupéens, quand même, se sont relativement bien comportés pendant ces vacances ce lundi de Pâques. Un sujet, Maurice Cessé, aux news. On regarde. Le lundi de Pâques est un jour férié qui célèbre le renouveau après une semaine sainte. Comme dans l'Hexagone, aux Antilles, les fêtes de Pâques se déroulent en famille ou avec des amis, dans la joie et la bonne humeur, souvent sur une belle plage. En Martinique, Emmanuel Darvois a rencontré des personnes qui se sont rendues par la vedette navette sur la plage de L'Anse-à-Lal afin de partager cette fameuse recette traditionnelle, le matotou de crabe. Reportage.
Voilà, nous sommes à Lens-Alan avec beaucoup de gens qui viennent passer leur fête pascale. Madame, c'est une tradition pour vous d'être ici à la plage? Oui, c'est une tradition entre amis. On se donne rendez-vous, on fait des préparatifs et chaque personne, on se regroupe ici et puis on partage, on fait un partage. Vous avez préparé quoi pour le repas de ce lundi? Là, vous êtes passé en retard parce qu'on a déjà tout mangé, mais on a fait des crabes. Et il y en a qui font de l'allergie, alors on a fait du poisson aussi. Monsieur, comment vous passez votre lundi de Pâques? Le lundi de Pâques, vous voyez la mer, le soleil, c'est la nature. Vous avez mangé du crabe, du matoutou? Je vais manger du matoutou. Oui. Depuis hier, je mange du matoutou. C'est une tradition pour vous de passer le lundi de Pâques sur la plage? Excellent. Excellent, oui. Donc vous passez avec des amis en train de jouer au domino? Exactement. Je passe la journée à jouer au domino avec eux. Voilà, monsieur qui est avec sa petite famille. Donc c'est une tradition pour vous, monsieur, de venir ici, sur cette plage, pour passer Pâques? Très souvent, nous venons ici, parce que c'est agréable. Ça laisse vivre et revivre de bons moments. Qu'est-ce que vous avez préparé comme repas pour la famille? Pour une fois, on n'a pas de crabe, parce qu'il y a notre belle-sœur qui a l'habitude de nous les préparer. A fait défaut, donc elle n'a pas pu venir nous accompagner. Donc aujourd'hui, il n'y a eu que du poulet. Mais bon, c'est tout aussi bon, on va manger les crabes demain. C'est quoi pour vous Pâques? C'est une fête religieuse avant tout, mais bon, on essaie de s'extérioriser de la partie religieuse pour vivre ça en famille, sortir, même si on a déjà fêté en famille la partie religieuse. On vient ici se ressourcer près de la mer, juste passer un petit moment ensemble. Je ne dirais pas que c'est une tradition parce que ça m'est déjà raté pas mal d'occasions comme ça. Bon, là, c'était une opportunité de se retrouver ici en famille, entre amis. Donc voilà, on en profite. Donc qu'est-ce que vous avez préparé dans ce repas? Un repas traditionnel comme d'habitude, un crabe, du riz avec un peu de tout, quoi. Et voilà, vous l'avez vu, c'était bien en Martinique, pas en Guadeloupe. Et là-bas, en Martinique, c'est le matoutou. Nous croyons qu'il y a matété ou qu'à la loi crabe. En tout cas, ça s'est bien passé, vous l'avez vu. Martinique. On prend la première pause dans cette première séquence du ZCL. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Je vais parler de Imane Soudan, chroniqueuse du lundi, mais exceptionnellement sera là avec nous ce mercredi. On va recevoir aussi José Thiour-Lepin et Ludovic Enel. C'est tout de suite après la pause. Voilà, c'est la deuxième séquence du ZCL. Nous, je vous l'ai dit, nos chroniqueuses sont là. Il manque une quand même, Martine Borivé. Mais José est là, bonjour. Bien, bonjour. Mon jupon. Et exceptionnellement, la dame en vert aujourd'hui, Imane, elle est avec nous. Ça chronique, c'est bien le lundi. Hein. Oui, normalement c'est lundi, mais c'était Pâques. Oui. Comme c'est Inpower, donc aujourd'hui, exceptionnellement, on va commencer par Imane ou on commence par José? José était là. On commence par José. Alors, avec José, c'est le costume traditionnel à travers les occasions et de son usage. Générique, moi j'y pense, c'est parti. Bon, le qui ne voyait pas les gens là. Alors, nous sortions à Carême. Carême fini. Carême fini. Oui. Alors, parce que Carême fini, vous savez, maïe qu'il vous prend, baptême qu'il vous prend, balle qu'il vous prend. Ah, oui. Alors, c'est balle titane. Balle titane, balle grand monde, balle à quadrille. Tout ça qu'il reprend. Oui. Donc, c'était pour moi l'occasion de revenir sur le costume d'apparat, donc le costume traditionnel à travers les occasions. Et les grandes occasions vont demander un costume d'apparat ou un costume de cérémonie. Et donc on va essayer de voir quelle robe nos grands-mères portent. Alors, chaque occasion appelait une robe. Hein, les grands-mères, de la pâte à fait en pangal comme ça. Chaque occasion, c'était une robe. Donc, les robes pour la maison, les robes pour le travail et les robes de sortie. Et même parmi ces robes de sortie, on avait une classification en fonction de l'occasion. Donc, chaque robe appelle l'occasion de son usage. Combien de catégories il y avait de robes? Oui. Alors, justement, en parlant de catégories, je profite de l'antenne pour clarifier quelque chose.
on parle de robe grand-mère, Danick. Oui. Tu entends les gens parler de robe grand-mère à Oui. toutes les sauces. En fait, c'est un abus de langage. Hein, je Oui, parce dirais. que quand la grand-mère était jeune, moi quand même. Mais Avant oui. d'être grand-mère, elle est femme. Mais oui, mais c'est un abus de langage. Je dirais que c'est un raccourci sémantique, un contractif usuel, parce que toutes les robes que portaient les grands-mères, il y a qu'à crier une robe grand-mère. Oui, Voilà. Et comme tu dis, il y a des grands-mères qui sont jeunes. Je suis grand-mère. Oui. Et je porte des robes et qui ne sont pas forcément... Imane est une grand-mère, elle est jeune aussi. et qui ne sont pas forcément des robes de grand-mère. D'accord? Donc, il faudrait qu'on revienne. La robe traditionnelle, le costume traditionnel. Oui. Et parmi ce qu'on appelle les robes grand-mère, il y a toute une panoplie de robes. Donc, c'est un terme générique qui va englober toutes les robes que portaient nos grand-mères. Donc, c'est juste pas possible. À partir d'aujourd'hui, les gens qui écoutaient la chronique, robe à corps, on va retenir au moins un terme, robe à corps. Aujourd'hui, on va parler de la robe à corps, grand robe ou robe d'apparat. J'ai même vu robe de chambre aussi. Alors non, aujourd'hui, on va parler que de la robe à corps. Robe à corps. La robe à corps, c'est la robe qui était attachée sous la poitrine. Alors, pourquoi on appelle à corps? Oui. Parce qu'elle a un corset intégré à la robe. Et ce corset va maintenir à la fois et la taille, pour avoir une taille de guêpe, et la poitrine, pour avoir une poitrine de négresse, comme les boucles d'oreilles, les tétés négresses bien bombées. Donc, on va porter cette robe à corps. Cette robe à corps, elle va se décliner en fonction de l'occasion. Donc, plus l'occasion sera importante et cérémonieuse, plus on va utiliser un tissu onéreux, un tissu précieux, et c'est ce tissu qui va donner, en fait, à la robe son caractère. Donc, on va toujours regarder la même base de robe, et en fonction du tissu, la robe va prendre son caractère. La photo qu'on voit. Alors, la photo, c'est une robe de cérémonie. La dame porte un tissu, un taffetas broché. Donc, là, voilà. Donc, c'est pour une grande occasion. Là, c'était pour un bal. Et c'est justement son anniversaire à cette mamie Dièze. Donc, on fait de gros bisous à mamie Dièze. D'accord. Donc, toutes les femmes de la société pouvaient porter cette robe à corps d'apparat. Alors, qu'est-ce qui va différencier? Oui, tout simplement. Robe à corps, de la robe. Non, on parle aujourd'hui que des robes à corps et on est dans la robe d'apparat. Quelle différence qui va? C'est ce que tu veux dire. Oui. Ce que tu veux dire dans ton costume, ta position sociale, ton rang dans la société et ton argent, ta possibilité d'acheter du tissu. 9 mètres de tissu, 9 mètres... 9 mètres de tissu pour faire une robe à corps? Ben oui, mais pour une petite dame comme moi, tu imagines. Ouais. Donc, c'était des robes qui ne s'improvisaient pas, des robes qui coûtaient de l'argent. Et à travers ta robe, tu vas dire qui tu es. Donc voilà, on a une robe d'apparat avec un col-visite en dentelle. En dentelle et la robe est en satin jaune. Donc là, c'est pas une grande occasion. C'est une occasion de cérémonie, mais pas la plus grande occasion. Et là? Donc voilà, des robes de cérémonie. Des robes de cérémonie. Il y a une dame que je reconnais là. Ah, certainement, voilà, certainement. Et la robe de cérémonie se porte toujours, mais impérativement, j'ai envie de dire, avec la coiffe, le jupon et un ruissellement de bijoux, des bijoux sur la coiffe, sur la robe, au devant de la robe, autour des bras. Donc, c'est le code vestimentaire créole qui impose vraiment ce ruissellement d'or à peine discipliné parfois. Donc, on a des robes à corps, toujours que des robes à corps, mais vous avez remarqué, elles sont différentes en fonction de l'occasion, en fonction du tissu. Oui. Voilà. Il y a aussi ceux qui ont porté la tête. Alors, le bijou est partout. Le bijou est partout, je disais. Là, on a une broche sur la coiffe, mais on peut avoir l'épingle tremblante. Le bijou, il est partout. Le code du costume vestimentaire créole impose ce bijou partout. Bijou qui apparaît dès le XVIIe siècle dans le costume créole. Donc, il est sur la coiffe. Donc, il faut mettre des broches, des épingles, des chaînettes sur la coiffe. Il est au cou, tous les colliers qu'on a. Et on a ce fameux collier grain d'or. J'en parle rapidement, mais ce serait l'occasion d'une chronique que sur le bijou. Ce collier grain d'or que les femmes assemblaient grain par grain.
Donc, à chaque occasion, dès qu'elles avaient les moyens, elles s'offraient, ou on leur offrait un grain d'or qu'elles enfilaient au fur et à mesure. Et le grain d'or était vraiment en or? Ah, bien sûr, pas chrysocale, mais maintenant c'est chrysocale. Oui. Mais à l'époque, il était vraiment en or, ce grain d'or. Donc tu comprends que c'était vraiment un investissement, c'était où tu plaçais ton argent. Et on t'offrait aussi des grains d'or. Donc ce collier, Danick, il pouvait atteindre parfois jusqu'à 7 mètres. Donc tu comprends? Le collier Le collier seulement, mètres. voilà. Donc, tu comprends, on l'enveloppait tout autour du cou. Et on a des photos anciennes, on voit les femmes, héritage de l'Afrique, qui avaient le cou complètement caché sous les bijoux. Donc, on parle de ruissellement d'or. Qu'est-ce qu'on appelait pomme cannelle? Alors, la pomme cannelle, c'est une forme de bijou. Alors, le bijou de l'époque s'inspire de la faune, de la flore, de l'environnement. Et ces nègres à talent, les orfèvres, s'inspiraient justement de tout ce qu'il y avait autour d'eux pour pouvoir faire des pièces d'exception. Donc la pomme cannelle est un bijou qui reprend avec une petite cloche intérieure qui bouge. Donc ça, lorsqu'on fera la chronique sur le bijou, on aura de vraies pommes cannelle à montrer. Mais c'est un bijou qu'on trouve en boucle d'oreille, qu'on trouve en broche pour la robe et pour la coiffe, et aussi qu'on trouve en bague. D'accord. Donc, nous continuerons les prochaines chroniques d'Annick avec d'autres robes d'apparat, parce qu'on a vu la robe à corps, encore le dos d'une robe d'apparat. Donc, cette robe d'apparat, vous verrez, elle a toujours foulard, col visite ou petite cape. C'est elle qui va... Tête mariée, et tête mariée. Mais je viens de le dire, la coiffe est impérative lorsqu'on a une tenue d'apparat. Donc, parmi les robes d'apparat, il y a une déclinaison de robes. Et dans les prochaines chroniques, ça sera l'occasion de voir la robe de la dame et la robe à guimpe, qui sont des robes d'apparat. Je vais terminer par un petit mot, anti-parole. Le cas dit bel jupon, laide manier. Alors, c'est mon cas dit ça. On nous fait en sorte qu'elle manier en nous sans jupon. Bel jupon, laide manier, pas mauvais ça. Ouais. Ok, c'est fait. Merci en tout cas à mon jupon. Et nous retrouvons avec plaisir pour le reste les chroniques. Deuxième chronique, la dame en vert. Bonjour Iman. La dame en vert, oui, bonjour à tous. Alors je dis bien que exceptionnellement Iman, on la retrouve aujourd'hui. Dans un instant, on va recevoir Ludovic Enel, on salue quand même, bonjour. Bonjour. Agriculteur et le projet Naticulture, on en parle dans un instant. C'est ça, merci. Iman, alors on pourra, c'est parti pour le générique Iman. Alors aujourd'hui, on va parler de comment surmonter les épreuves de la vie. C'est un gros programme. Je pense que c'est vraiment une thématique qui est intéressante parce que c'est vrai qu'on peut être soumis, qu'on le veuille ou non, à des difficultés qui tombent un peu comme ça. Et souvent, on se sent impuissant, victime des situations et on ne sait pas comment réagir parce que voilà, ça a l'air tellement lourd que c'est insurmontable. Et en fait, il y a une capacité qu'on peut développer qui est la résilience. C'est la capacité justement à surmonter ces difficultés et à les voir de façon différente, d'avoir une perception différente de ces situations-là. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment la capacité de faire face à l'adversité, de se relever après une difficulté, une épreuve. Et en fait, c'est un concept qui est pas forcément récent, mais qui a été vraiment mis en lumière dans les années 70 par Boris Cyrulnik, je le dire bien, qui est un neuropsychiatre et psychothérapeute et qui a mis en lumière ce concept un peu issu de sa vie personnelle parce qu'il a subi les camps de concentration, c'est un juif, et donc il a un peu développé ce concept
par la force des choses, on va dire, justement. Et donc, cette capacité de rebondir, de faire face et de pouvoir passer, de développer une force intérieure, c'est vraiment une capacité, une compétence qui se développe avec le temps. Et on va voir un peu quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place par rapport à ça aujourd'hui. Alors, la résilience, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Ça va être aussi beaucoup lié à la sécurité intérieure qu'on a eue en tant qu'enfant, parce que quand on vit dans un environnement qui est à peu près affectueux et sain, c'est plus facile de pouvoir réagir, rebondir et d'avoir des ressources en fait déjà intégrées, comme si on vient déjà avec un programme déjà tout fait, pour pouvoir réagir aux difficultés de la vie, que ce soit cancer, échec personnel, chômage ou autre. En fait, c'est vraiment des choses qui sont... Je veux dire que tout le monde peut avoir dans sa vie, on ne choisit pas forcément. Et donc, ça permet de réguler en fait ses émotions, d'avoir cette sécurité déjà intérieure, déjà tout petit, pour pouvoir avoir des pensées positives, un mindset qui me permet d'aller de l'avant et de ne pas rester dans cette position d'attente, de dire ben, ça m'est arrivé à moi. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? C'est sortir de pourquoi ça m'est arrivé à moi et aller vers qu'est-ce que ça m'apporte en fait, qu'est-ce que je peux sortir de positif de cette situation. Et c'est vrai que la résilience se développe après souvent une période de deuil. Alors, on va voir la différence qu'est-ce que c'est la différence du deuil et de la résilience. La résilience, c'est un processus qui va s'acquérir, donc qui va se permettre à la personne de s'adapter, alors que le deuil, c'est un phénomène émotionnel, donc c'est une réaction, voilà, deuil. Il y a plusieurs étapes, on pourra revenir sur le sujet, parce que ça encore une grosse thématique. C'est un processus émotionnel qui peut être douloureux, le deuil, alors que la résilience, c'est comme un processus de développement personnel. On va dire, je vais réussir à partir de ce point A pour aller vers un point B. Donc, on est vraiment dans du coaching, vraiment, parce qu'on va se servir de la situation pour voir avec des angles différents, pour me permettre de rebondir sur quelque chose de positif pour moi, en fait. Alors que le deuil nécessite un processus de guérison, la résilience, elle va permettre vraiment d'aller vers une acquisition de compétences. Voilà. Et le deuil peut être personnel, alors que la résilience peut être communautaire. Ça peut être tout un pays. Voilà, on passe une crise, on a eu des barrages, par exemple. On a trouvé des moyens de contourner les choses ou de trouver des solutions communes qui permettent d'avancer vers autre chose, en fait. Donc, la résilience est pas forcément l'opposé du deuil. C'est comme faisant part. C'est un peu deux concepts qui sont parallèles et qui peuvent s'entrecroiser, en fait. C'est ça l'idée. Donc, on peut se demander quelles sont les étapes du coup pour développer sa résilience. On va voir les images en même temps. Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, reconnaître ses émotions et les accepter, parce que c'est quelque chose que on ne peut pas vraiment faire comme si ça n'existe pas. Donc, décider que le stress, c'est pas forcément quelque chose qui va m'empêcher de faire des choses, mais c'est un signal d'alarme de... Peut-être que, comme je suis stressée, cette situation-là, elle revient tout le temps, c'est peut-être le signe qu'il faut que je fasse quelque chose pour que ça change, en fait. Que le stress est là pour me donner une information. Donc, les émotions sont là pour ça, pour me donner un signal que quelque chose ne fonctionne pas avec ce que je veux, avec la façon dont j'ai envie que les choses soient, mon environnement proche, la façon d'être, etc. Donc, les émotions sont vraiment à notre service. Ça va être avoir un mindset qui va me permettre justement de ne pas rester constamment en freeze, comme on dit, de ne pas bouger. En fait, c'est vraiment d'aller vers qu'est-ce que cet événement-là m'apporte. Est-ce que dans 10 ans, j'aurai le même regard sur la situation? Ou peut-être que quand je me pose la question de dans 10 ans, comment ça va être, peut-être que ce sera l'événement qui m'a permis de monter mon entreprise, d'avoir une autre famille. Enfin voilà, c'est de se projeter sur quelque chose de plus positif. Et donc d'avoir cet esprit, état d'esprit positif me permet de voir les choses différemment, de chercher un sens et un but
à la situation qui actuellement me semble problématique et vraiment noire, etc. Peut-être que c'est le truc qui va me permettre de shifter en fait ma vie et de changer quelque chose en moi qui sera beaucoup plus intéressant. Je note quand même, Imane, que dans la résilience, il y a beaucoup le fait de cultiver une attitude positive. Oui, c'est très important, ça, c'est vraiment la base, parce que sinon, ça veut dire qu'on reste dans sa noirceur, on est dans des ruminations qui sont... au contraire, vont aller vers la dépression, vers l'anxiété, vers... il y a des gens qui se suicident pour ça, en vrai. Donc, c'est aussi de trouver la force. Alors, si on ne l'a pas suffisamment en soi, c'est d'avoir un environnement qui porte ou avoir un accompagnant qui te permet de changer ton regard sur la situation. Et c'est ça qu'un professionnel thérapeute est là aussi pour ça, c'est pour aider à aller regarder d'autres angles de vue et d'autres perceptions et de se dire que tout n'est pas noir. Dans une situation, c'est pas noir. Et ça permet justement d'accepter, de comprendre la situation parce qu'en restant juste, comme je disais, en freeze, ça ne permet pas d'avancer. Alors que si je mets des actions en place, si je mets même un petit pas, ça me permet de voir les choses peut-être différemment, d'accepter de ne pas tout contrôler et de prendre vraiment la main sur ce que je peux concrètement, matériellement agir dessus. En fait, je ne vais pas penser à forcément ce qui se passe dans la tête des autres, mais moi, je peux contrôler un certain nombre de choses, je peux changer à mon niveau un certain nombre de choses, et peut-être que ces petites actions que je vais mettre en place, ça va permettre de... comme un prisme, en fait, de regarder avec sous une autre petite fenêtre. C'est comme un kaléidoscope, un peu. C'est comme si on regarde un peu les images à travers un filtre. Peut-être que là, c'est un peu plus rouge, alors que là, tout à l'heure, c'était jaune. Enfin, voilà. C'est vraiment essayer de trouver, avec beaucoup de patience et de bienveillance envers soi, des solutions, de tester des solutions aussi, parce que cette solution-là n'est pas bonne. Peut-être que c'est pas la meilleure façon d'agir, qu'il y a un test ou un réajustement à faire sur, je ne sais pas, si par exemple c'est par rapport à mon travail, j'ai un échec, si je fais une formation, cette formation-là ne me permet pas d'avoir tel job, j'ai quand même appris des choses avec cette formation, je peux peut-être m'en servir pour faire autre chose, et cette autre chose, ce sera peut-être créer une entreprise, je dis ça comme ça, mais j'ai acquis de l'expérience, en fait, j'ai acquis une expérience d'une formation, et ça me permet de rebondir. C'est ça, en fait, la résilience, c'est trouver en soi et dans l'environnement des choses qui me permettent d'aller plus loin, peut-être différent, parce que c'est pas forcément le plan que j'avais de départ, mais ça me permet d'avancer vers une résolution de problème, en tout cas. Et donc, d'avoir cette vision de qu'est-ce que je veux. C'est hyper important. Je veux être bien. A priori, tout le monde veut être bien. C'est un peu le but, d'avoir vraiment... un plein épanouissement, donc de trouver les portes, d'ouvrir les portes. Voilà, c'est la première, c'est d'ouvrir, de ne pas rester juste devant la porte, mais de l'ouvrir, quelle que soit la porte. Juste une dernière question. Oui. Comment agit le coach à ce moment-là? Le coach, comme je disais, en fait, ça va justement permettre de déblayer un peu toute cette noirceur qu'on peut avoir dans la tête, de se dire, mon Dieu, je vois pas, je sais pas, je comprends pas. Voilà, c'est dépasser ce premier état d'esprit pour justement dire qu'il y a plein de portes. Alors, il y a des portes que tu n'avais pas vues, peut-être. On peut aller vers celle-là. Et même si ce n'est pas celle-là, on continue jusqu'à... Voilà, continuer et donner cette énergie, cette impulsion aux gens. Je pense que c'est ça, en fait, le coaching. C'est me permettre de ne pas rester en freeze et d'avancer vers plus d'épanouissement, un avenir plus radieux, en tout cas. Voilà, on va cultiver la résilience et la positivité. Merci, Imane, qu'on va retrouver, non pas lundi prochain, parce que, lundi prochain, on va la retrouver. Oui, on va me revoir de toute façon. Voilà, on se tourne vers Ludovic Enel. Bonjour. Oui, bonjour. Il est agriculteur et il participe à ce Green concours, j'ai envie de dire concours vert, puisque depuis quelques années, ça fait la deuxième séquence, si je ne me trompe pas, la région organise ce type de manifestation, permettre et faire émerger des projets nouveaux. Alors,
qu'est-ce que c'est le projet Naticulture? J'ai envie de le dire en anglais, Naticulture. Naticulture, déjà, nati pour la partie créole, culture pour la partie française, parce que, bien entendu, on est d'abord créole, ensuite français. Donc, c'est pour cela. Donc, moi, je suis agriculteur biologique depuis 3 ans dans la commune du Lamentin, plus précisément à Grosse-Montagne, juste derrière l'ancienne usine de Grosse-Montagne. Et Naticulture propose quoi pour la Green Startup? Parce que c'est vrai que la Green Startup, pour nous, aujourd'hui, c'est de promouvoir notre métier d'agriculteur et des projets innovants. Aujourd'hui, on a tendance à oublier c'est quoi l'agriculteur. On pense aussi très souvent que c'est celui qui est en train de labourer les champs et tout. Non, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que nous, aujourd'hui, on propose beaucoup de projets innovants, d'où le concours aujourd'hui. Donc, Naticulture propose quoi? Nous, on propose directement les plantes médicinales aromatiques et à parfum. Donc, je travaille principalement sur ce projet. Naticulture a d'autres aussi horizons. Alors, quelles plantes en gros? Alors, chez moi, vous allez trouver plus de 220 plantes médicinales. Ah, quand même. Voilà. Ouais. On commercialise plus de 50 aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'une plante médicinale, ce n'est pas seulement, par exemple, la petite plante qu'on va dire le gros thym, ça va plus loin que ça. Ça peut être la papaye, ça peut être aussi le corosol, ça peut être tout ça, qui ont des vertus médicinales. Ça veut dire que ces plantes-là, ça, chez nous, on va le mettre en avant pour les clients, pour que tout un chacun puisse avoir 2 à 3 plantes médicinales chez soi pour les petits moments de tous les jours. Vous les vendez en plantes qu'on peut tout de suite planter ou bien vous les vendez en produits finis? Alors, mais justement, on a deux particularités chez nous. Je dis nous parce que quand même c'est une équipe avec ma famille. Donc, premier produit, c'est des produits en pot que vous pouvez acheter directement sur l'exploitation. Et la deuxième partie, c'est des feuilles séchées que vous pouvez prendre. L'idée de Naticulture aussi, c'est d'arriver jusqu'à l'agro-transformation, c'est-à-dire de trouver nos produits sous forme d'infusettes. D'accord. Ah bon? Voilà les 3 possibilités, pratiquement. Voilà, ces 3 possibilités. Mais on s'étend encore même plus que ça sur les plantes médicinales parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont des plantes médicinales chez soi, mais ne savent pas quoi en faire. Nous, en venant chez moi, c'est de pouvoir dire que je viens sur une exploitation agricole, on achète le plant en pot, mais les vertus sont écrites sur les pots. C'est-à-dire que très souvent, on oublie c'est quoi comme plante et les vertus des plantes. Donc, chez moi, vous allez pouvoir trouver ça. Donc, par exemple, je prends un exemple du soulier zombie, qu'on en parle aujourd'hui, par rapport aux problématiques que nous avons en Guadeloupe. Donc, l'innovation de Naticulture, c'est ça. C'est de proposer des plantes aromatiques à parfum sur les pathologies qu'on a aujourd'hui. Donc, le soulier zombie, je reviens dessus, c'est par rapport aux problèmes que nous, les hommes, à partir de l'âge de 30 ans qu'on connaît, c'est le problème de la prostate. Donc, le soulier zombie, lui, il va traiter tout ce qui est problème des calculs rénaux et la partie prostate. Il va traiter aussi, par exemple, tout ce qui est nervosité. Et pour les femmes, bien entendu, à un certain âge après la ménopause, sur les bouffées de chaleur. Donc, par exemple, cette plante-là, ça, on va mettre en avant chez nous. Ça s'appelle soulier zombie? Soulier zombie, oui. Vous avez entendu, mesdames, sur le soulier zombie, hein, pour les femmes. Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de plantes comme ça. Par exemple, encore une autre plante que je vais énoncer, c'est par exemple la Bacopa miniori, qu'on appelle la petite Véronique. C'est pour les problèmes cognitifs de la mémoire. Aujourd'hui, on a beaucoup de plantes dans notre pharmacopée caribéenne. Naticulture aujourd'hui est là pour pouvoir promouvoir ces plantes-là. Il y aura aussi, bien entendu, un volet écotouristique chez nous, c'est-à-dire que le client lambda pourra réserver par un groupe de 5, de 10 et de pouvoir visiter l'exploitation. Et pendant cette visite-là, il y a des écriteaux sur chaque plante. On a plus de 240 plantes médicinales et vous pouvez voir la plante et les vertus, le nom scientifique bien entendu. C'est pratiquement une pharmacie au grand air que vous avez là. Mais l'idée c'est ça justement, c'est de promouvoir ce que nous avons ici. C'est une richesse. Moi, j'ai hérité ça de ma grand-mère. Je suis la 4e génération d'agriculteurs au sein de ma famille. Et j'ai tout appris de ma grand-mère, qui est là aujourd'hui. Bonjour grand-mère. Elle a 86 ans, elle est toujours dans son jardin, mais ça c'est par rapport aux plantes médicinales que nous avons. Elle utilisait déjà les remèdes gaziers? Oui, tout à fait, tout à fait. On utilise des maîtres gaziers. L'exploitation Naticulture, c'est un grand jardin créole. Je dis grand parce que par rapport à la richesse qu'on va accumuler lors de la visite, c'est vrai que l'innovation sur Naticulture, c'est-à-dire qu'on est sur une surface de 5000 m². On voit quand même sur la photo, 5000 m². Mais l'idée, c'est de pouvoir montrer aux générations futures que sur 5000 m², l'agriculteur, il peut s'en sortir.
Parce qu'on est sur de l'agroécologique, une diversification du végétal et qui permet à l'agriculteur d'avoir des bénéfices, d'avoir des revenus pour nourrir sa famille. Je peux vous poser une question? Quelle est la plante la plus demandée? Aujourd'hui, c'est la Bacopa meniori, c'est-à-dire la petite Véronique pour les problèmes de la mémoire. Ah, pour la mémoire. C'est ça, oui. Ah, c'est pas le soulier zombie? Le soulier zombie, il a aussi une particularité aussi. Mais aujourd'hui, j'ai une très grosse demande sur la petite Véronique. Parce qu'aujourd'hui, la petite Véronique, elle fait quoi? C'est-à-dire que c'est un lubrificateur des cellules neurologiques. C'est-à-dire qu'une personne qui est déjà atteinte de la maladie d'Alzheimer, on sait très bien si la seule cellule qu'on ne peut pas renouveler, c'est au niveau du cerveau, mais elle va permettre la lubrification pour empêcher que ces cellules-là, ça puisse se détériorer encore plus. Et vous la vendez soit en nature, soit en décoction? Alors aujourd'hui, on vend sur des pots, des godets de 9 par 9, mais l'idée, justement, suite à ce concours, je souhaite justement être lauréat de ce concours, de gagner ce concours, pour pouvoir mettre en place la partie infusette qu'on va prendre directement chez soi. Voilà. À la place de prendre un litre tonique, vous allez prendre un Naticulture. Alors rappelez bien que Naticulture se trouve à Grosse-Montagne. Alors je suis à Grosse-Montagne au Lamentin, juste derrière l'usine de Grosse-Montagne, juste derrière. D'accord. Bon, ben écoutez, on vous souhaite bonne chance. Merci à la beaucoup. Start-up, et peut-être que vous avez gagné, parce qu'avec le soulier zombie, je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se précipiter, et les hommes aussi, pour le soulier zombie, parce que les hommes qui ont plus de 40 ans comme moi, on en a souvent besoin. Oui, tout à fait. On pourra dire la famille. La famille. La famille, l'homme et la femme. Oui, mais voilà, c'est pour ça que je disais que, en fait, c'est pour soigner les petits bobos de tous les jours. C'est-à-dire que tout un chacun, dans une famille, on a différentes pathologies, hein, bien entendu, et que tout un chacun ait ces plantes-là pour pouvoir se soigner. Et l'idée de l'infusette, c'est vraiment génial. Parce que quelle est la meilleure plante pour les infusions? Alors, on en a beaucoup aujourd'hui pour ce qu'on appelle le babachat, qu'on appelle l'orthosiphon, pour la perte de poids et pour pouvoir aussi le drainage. D'accord. Bien, ben, tout est dit, mesdames, vous avez entendu. Je parle aux téléspectateurs et téléspectatrices, c'est pas à vous particulièrement. Voilà, merci en tout cas, Ludovic, et puis bonne chance. Beaucoup. On prend la deuxième pause du ZCL, et ce sera la dernière séquence. On va recevoir tout à l'heure Odile Joseph et Dominique Vénéré. À tout de suite. Il est temps de partir à la rencontre de Ludovic Enel, concourant dans la catégorie agriculteur, dont le projet Naticulture a pour but de promouvoir la production des plantes médicinales, aromatiques et à parfum de nos régions. Je me présente, Enel Ludovic, agriculteur biologique depuis 3 ans. Bienvenue au cœur de ma passion. Sur 5000 m², je propose une diversité de plantes médicinales. Chez moi, vous allez trouver plus de 240 espèces de plantes médicinales aromatiques et à parfum. Cette transmission a été faite par ma grand-mère. Je suis la 4e génération de proposer ces plantes médicinales. Mon projet, c'est de vous sensibiliser sur l'ensemble des plantes de la pharmacopée caribéenne. Si je gagne ce concours, je pourrais mettre en place des visites pédagogiques afin de pouvoir vous montrer l'ensemble des valeurs des plantes. Mon projet, c'est de pouvoir vous sensibiliser pour que vous puissiez être des acteurs de demain sur notre pharmacopée caribéenne. Et si je gagne ce concours, comptez sur moi pour faire de vous des experts en plantes médicinales de la pharmacopée caribéenne. Je remercie la région Guadeloupe, la Chambre d'agriculture, car ce concours permettra de sensibiliser et de voir les talents des agriculteurs en Guadeloupe. Merci beaucoup. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. 3 femmes. Martine, bonjour. Bonjour Danick. Elle fera tout à l'heure la culture selon Martine. C'est bien ça, c'est selon Martine. C'est selon ce que tu dis. Bon. Voilà. Mais avant, on va recevoir 2 autres femmes, dont une qu'on connaît très bien. Madame Vénéré, bonjour. Bonjour Danick. Ça vous fait du bien de revenir au ZCL? Oui, c'est vrai, j'aime bien cet endroit. Bon, d'accord. Et elle est accompagnée de Madame Odile Joseph, bonjour. Bonjour, Monsieur Sandonis. Et toutes deux, elles vont parler d'une structure, une ONG, qui s'appelle Freedom Butterflies. Alors, qui peut présenter cette ONG? Vous, Madame Joseph? Oui, effectivement. Je suis la présidente fondatrice de l'ONG Freedom Butterflies, les papillons de la liberté,
Alors, je pense que le mieux est de présenter ce qu'est une ONG. Une ONG, c'est une organisation non gouvernementale qui a deux formats, soit un format association ou un format fondation. Nous avons un format association et pour devenir ONG, il faut faire une demande à la préfecture et il faut répondre à 4 critères. Être à but non lucratif, être d'intérêt public, avoir une indépendance financière et ne pas faire de politique. Donc, nous avons répondu à ces 4 critères puisque l'ONG existe depuis janvier 2020, en pleine période Covid. Nous avons donc travaillé en sous-marin pour lancer officiellement l'ONG en octobre 2021. Voilà. Quel est l'objectif de Freedom Butterflies? C'est d'éduquer les enfants à la paix. Alors, certains diront que nous sommes des rêveurs, mais moi je dirais que ce sont les rêveurs qui changent le monde. On apprend à tout le monde, et en particulier aux enfants, à lire, écrire, compter, ce qui est important. En revanche, on parle du vivre ensemble et on n'apprend pas à vivre ensemble. Donc le but de l'ONG Freedom Butterflies, par le biais d'ateliers à travers 3 pôles, agriculture, monde et nature et sport, et de permettre aux enfants de faire l'expérience de la paix à travers 7 valeurs. Donc l'estime de soi, l'amour, la tolérance, etc. C'est vraiment un objectif et on va travailler avec les enfants de 6 à 12 ans. Et le fil conducteur fondamental, c'est la paix en soi. Parce qu'on ne peut être en paix avec le monde que si on est en paix avec soi. D'où le kit méditation que l'on a mis en place et on forme les enfants et les éducateurs à la méditation afin qu'ils apprennent au début à se relaxer, à être calme, sachant tous les bienfaits de la méditation, dont la concentration. On vit dans un monde où tout est très rapide, donc ça permet aux enfants de se concentrer. Et donc l'objectif, c'est de permettre à ces enfants, durant plusieurs années, d'être le plus proche d'eux, d'être conscients et d'être des consciences éveillées pour demain bâtir un monde différent. Donc nous travaillons pour l'avenir. D'accord. Alors, et vous êtes accompagné de Mme Vénéré qui s'occupe du pôle A. Alors, qu'est-ce que c'est exactement pour ces enfants? Alors, déjà, dans un premier temps, il existe 3 pôles, donc comme l'a précisé la présidente. Donc, il y a un pôle art et culture, il y a un pôle monde et nature et il y a un pôle sport. L'intérêt, c'est justement de pouvoir transmettre ce message aux enfants de 6 à 12 ans. Et ce n'est pas par hasard qu'on a choisi cette tranche d'âge d'enfants. On estime, par des études et puis parce qu'on le constate réellement, qu'il est plus facile de former les enfants, en tout cas les préparer à cette façon de voir le monde. En tout cas, on pense qu'il restera quelque chose de ce qu'on leur a enseigné. Et donc, à ce moment-là, ils auront, eux, à leur tour, quand ils grandiront, quand ils deviendront adultes, la possibilité également de mettre en pratique tout ce qu'ils auront appris au cours de ces ateliers, notamment, sachant que les ateliers sont simplement des supports. On n'est pas là pour faire de la musique, juste pour faire de la musique. On est là pour... lorsqu'on prend un thème et qu'on l'utilise à travers un atelier, que ce soit art et culture, que ce soit le sport, que ce soit monde et nature, que l'enfant puisse comprendre le sens de nos valeurs, qu'il puisse ensuite le retranscrire auprès de ses parents, auprès des gens qui l'entourent dans sa vie de tous les jours. Donc les ateliers, donc moi je m'occupe principalement de l'atelier art et culture. C'est un atelier qui est formé donc de plusieurs encadrants. On a fait le choix de choisir des professionnels de chacune des disciplines. On est sur la danse, sur la musique, sur le théâtre et également sur les arts plastiques. Les personnes qui travaillent notamment avec moi sont des gens qu'on connaît sur notre territoire, donc Éric Delblon et Stéphane Castry, Anaïs Verspan. On a également Lorenzo, donc, qui vient de la Martinique, parce que qui dit ONG dit que nous travaillons aussi avec des gens qui viennent d'un petit peu partout. On a Andy Thomas aussi qui travaille avec nous donc, sur ces ateliers. Et donc on a eu l'occasion depuis la création de l'ONG de faire, en ce qui me concerne, 2 ateliers avec les enfants sur des périodes de vacances où on leur a, la première fois on a travaillé sur le thème de la solidarité. Donc comment comprendre, comment retranscrire avec les supports que sont la musique, que sont le théâtre, que sont la danse, etc.,
comment comprendre ce qu'est la solidarité. Et repartir à ce moment-là avec quelque chose de concret que les enfants vont pouvoir verbaliser surtout. Ce n'est pas à nous de leur dire la solidarité, c'est ça la définition. C'est à eux, à travers les actions qu'ils vont avoir dans ces ateliers, qui doivent entendre et comprendre ce qu'est réellement la solidarité. Un petit mot. Comment réagissent ces enfants d'une manière générale? Je pose la question à vous deux. Voilà. Alors, c'est assez extraordinaire parce que on a eu l'occasion de travailler avec plus de 50 enfants à travers plusieurs ateliers. Ils arrivent en étant toujours très timides. Souvent, les parents leur ont inscrit ou les associations sportives ou culturelles partenaires les amènent. Donc, ils sont dans un coin. Et la partie méditation les relaxe déjà, ce qui étonne beaucoup les parents, parce qu'ils sont souvent étonnés, mais non, mais vous ne pourrez pas, ils bougent, etc. Au bout de 5-6 minutes, le gamin est vraiment relaxé, calme, mais surtout, à la fin des ateliers, la lumière dans leurs yeux, le bonheur, la joie et le calme, je pense que il n'y a aucun élément qui puisse mesurer le bonheur qu'ils ressentent et la capacité, après, de parler de ce qu'ils estiment de soi, de la solidarité. Alors, l'autre question, la dernière question, comment on recrute ces enfants? C'est-à-dire l'ONG Freedom Butterfly, est-ce que vous faites un appel aux enfants ou c'est les parents qui viennent? Comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, comme l'a dit la présidente, on travaille avec des associations donc basées sur le territoire. Et des écoles de musique qui sont en fait nos viviers. C'est où on va pouvoir travailler avec les enfants. Donc on rencontre d'abord ces écoles et ces associations, on leur présente le projet. Très souvent d'ailleurs les parents sont invités, donc il y a une séance ensuite avec les parents pour qu'ils puissent découvrir. Je peux citer quelques assos et quelques écoles aujourd'hui, par exemple au niveau des arts et culture, on travaille avec l'école Amadeus qui se trouve à Pointe-à-Pitre, mais on a également en association la Juventus, Omnisport, la Gauloise à Basse-Terre. Donc ce sont vraiment des viviers où il y a des enfants de cet âge-là, et donc quand on propose les ateliers, les parents sont informés et les enfants sont inscrits pour venir donc dans ces ateliers. Alors, il y a eu un atelier le 4 avril, le prochain atelier. Alors on va parler déjà du précédent, c'était l'atelier agriculture, donc, dont le thème c'était d'ailleurs l'estime de soi. Oui. La présidente Odile disait que oui, les yeux des enfants brillaient. Quand ils arrivent, très souvent, on va dire que 50% d'entre eux sont un petit peu renfrognés. Déjà, c'est les vacances, on les a levés alors qu'ils sont en vacances. Oui. On entend des réflexions du genre « oui, maman, on m'a inscrit voilà ». Et comme c'est le deuxième atelier qu'on fait avec l'école Amadeus, on a vu des anciens qui étaient venus un petit peu en réticence la première fois et qui là sont venus sans aucun problème. Mais surtout et collégialement, ce qu'on a à la sortie, c'est un peu ce que vous voyez là sur l'écran, c'est les enfants nous prennent avec leurs bras, ils sont contents, on a des réflections du genre c'est le plus beau jour de ma vie, la plus belle journée de ma vie, donc on peut imaginer d'un enfant de 6-7 ans qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et oui, moi j'aime beaucoup ces séances avec les enfants qui sont des petits moments, pour l'instant on les fait sur une journée, même si on aurait voulu peut-être pouvoir le réaliser sur 2-3 jours, parce que bon, on ne demande rien, on ne demande pas aux parents de financer cet atelier. C'est un événement gratuit. C'est un événement gratuit, mais malgré tout, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il faut trouver des fonds pour pouvoir, il faut des mécènes pour pouvoir aller plus loin, en tout cas, dans l'engagement qu'on s'est fixé. Et des bénévoles. Une dernière chose, un contact peut-être, non? Oui, alors, le contact de Freedom Butterfly, c'est contact@freedom-butterflies.org. D'accord, c'est noté. Écoutez, on vous remercie, puis on espère un jour avoir 2 ou 3 enfants avec vous pour exprimer leur apaisement. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Ah voilà, mais on viendra avec les enfants. Il y a de bonnes idées, moi, ça. Voilà. Elle le sait bien. Merci en tout cas d'être venus, vous deux. Merci. Et tout de suite, c'est parti pour le générique de Martine, la culture selon Martine, CSM. Le soleil lève le matin à dans le ciel là, que tout petit oiseau guetté parce qu'ils ont content. Moi quand j'étais comme ma la divinité.
c'est le mercredi de la culture. Eh oui, eh oui. Comme chaque mercredi. Ça va, Danick? Ça caille. Bon, ben moi, ça va pas mal non plus. J'espère que tous nos auditeurs et téléspectateurs vont bien, ainsi que mon petit fan club qui s'agrandit. En tout cas, on trouvé bien belle avec... C'est plus un fan club, là, ça devient une full club. Bien belle avec cette chemise rouge, là, ça. Ça va faire bientôt bonnement. Bon, en cas, mettez épices souvent. Oui, merci d'avance, merci d'avance. Bon, en tout cas, bien contente d'être là, effectivement, de retour, puisque la semaine dernière, j'avais un empêchement professionnel. Là, tout va bien, et je vais vous parler. C'est l'occasion, d'ailleurs, de faire un petit coup d'aile par rapport à ce que viennent de dire mes collègues de la table d'à côté, là, au travers de cette association Butterfly. Donc, ce n'est qu'un jet de papillon, puisque Butterfly, ça veut dire papillon. Le savais-tu, Dani? Tout à fait, oui, tu parles plusieurs langues, toi. Hein, oui. On ne parle pas les créoles déjà. On ne parle les créoles déjà. Oui. Donc, créole, plus la langue des signes, enfin, tous les signes tu possibles. as tout compris. Je parle donc, même un peu de portugais. Tu parles le portugais aussi. Habla espagnol un poquito también? Non, espagnol, non. Bon, la prochaine fois, on va essayer tout ça. Nous pouvons faire en espagnol, pas de problème. Non, un problème. Alors, je disais, un papillon, on en parlait tout à l'heure, eh bien, je vais vous reparler de papillons différemment cette fois-ci, puisque je parle d'un projet qui s'appelle Appel au projet en Guadeloupe, les rendez-vous au jardin. Et tu sais que dans les jardins, qu'est-ce qu'il y a? Des papillons, bien évidemment. Bien sûr. Mais là, c'est un appel à projet encore. Le rendez-vous au jardin se prépare au mois de juin prochain, donc on a un petit peu de temps pour ce rendez-vous. Mais la direction des affaires culturelles de Guadeloupe et des îles du Nord nous propose cet appel à projet d'un côté artistique dans le cadre de cette manifestation nationale qui va se tenir pour la 20e édition. Donc rendez-vous au jardin, cette fois-ci, a pour objectif, toutes les autres fois d'ailleurs aussi, de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs, des jardins, qu'ils soient historiques, contemporains au niveau de notre territoire. Et ça aura lieu dans une vingtaine de jardins en Guadeloupe du 2, 3 et 4 juin prochain. Le 2 juin, c'est une journée qui va être réservée aux scolaires. Alors ce rendez-vous qui est un temps fort, pourquoi? Parce que ça permet de sensibiliser les promeneurs à toutes ces actions mises en œuvre par le ministère de la Culture, les collectivités territoriales et les propriétaires, donc le public privé et public, pour créer, conserver, restaurer des jardins et transmettre des savoir-faire et des savoirs et des savoir-faire. Cette année, pour la 20e édition, disais-je, donc le ministère de la Culture a choisi un thème pour le rendez-vous au jardin, ce sont les musiques du jardin. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme musique dans un jardin, Danick? Alors, premier, bon, le chant des oiseaux. Yes, mais t'es trop fort quand même. Oh, incroyable. Oui, c'est une musique qu'on trouve dans les jardins, elle est naturelle. Le chant des oiseaux. Le bruissement des feuilles aussi. Yes. Wow, trop fort ce garçon. Bon. Incroyable. Bien assez ou bien faux? Il y en a d'autres, il y a le vent. Oui, il y a le vent. Le vent avec le bruissement des feuilles, le son des animaux, des autres animaux. D'eau, il y a une rivière, on entend aussi on entend le ruisseau, la rivière. Oui. Mais nous attendons ces gounouches là aussi, les grenouilles, tous ces animaux qui vivent parmi nos jardins. Donc on parle de grenouilles, d'insectes, le bruit de l'eau, le bruit du vent, etc. Tout ça, même les plantes, des installations sonores qu'on met aussi dans les jardins, les gens accrochent parfois des petites clochettes, des choses comme ça. Tout ça, ce sont les bruits qu'on entend dans les jardins et qui vont composer parfois notre jardin. Eh bien, ces musiques, c'est ce qu'on vous propose de thématiser cette année dans un jardin, si vous voulez répondre à cet appel à projet, qui donne rendez-vous aux artistes, mais qui doivent être associés à ce rendez-vous au jardin. Les conditions: donner une forme artistique à votre projet, musique, danse, installation sonore, visuelle, des performances, contes, théâtre, tout ça, ce sont des projets qui peuvent composer votre réponse. Projets qui sont aussi des propositions d'animation, minimum d'1 heure, et qui peuvent être répétés durant les 3 jours que vont durer la manifestation au rendez-vous au jardin. Alors, vous avez des critères de sélection de vos projets, c'est la qualité de votre intervention, de la prestation artistique. Elle devrait être majoritairement faite par des artistes professionnels, ça veut dire qu'on ne fait pas vraiment n'importe quoi, et tu vois ce que je veux dire? Je ne trouve pas le mot, mais vous aurez compris. La qualité du partenariat également que vous aurez avec des artistes, tout ça doit donner à votre projet de l'intérêt, de la pertinence, de la beauté, de la musicalité.
Donc, un partenariat pour ce rendez-vous au jardin, c'est ce que vous propose cet appel à projet de la Direction des affaires culturelles. Il y a une aide maximale de 2 000 € qui peut être portée pour vous accompagner dans ce projet. Vous avez un dossier à remplir et ce dossier, avec le nom des intervenants, leur CV, l'intervention, un courrier d'engagement également. Tout cela sera donc à envoyer à Cécilia Colomb, Cecilia.colomb, C-O-2-L-O-M-B, c'est @culture.gouv.fr. C'est un numéro de téléphone également, le 05 90 41 14 53. Attention, date limite de dossier, c'est très vite, c'est maintenant, c'est le 16 avril à minuit. Et il faut donc proposer votre projet à ces adresses. J'ai une autre proposition à vous faire qui est toujours au travers d'un appel à projet. C'est la 19e édition de la Nuit européenne des musées. Ça, tu connais aussi. Bien sûr. Ça va se tenir bientôt. C'est au mois de mai, le 13 mai. 19e édition, à la nuit tombée, jusqu'à 1h du matin. Vous allez pouvoir vous glisser dans les musées qui parfois ferment leurs portes à ces moments-là. Aller découvrir des œuvres, aller découvrir des richesses qu'on peut aussi sortir à ce moment-là. C'est organisé par le ministère de la Culture et qui invite le public à vivre gratuitement une expérience totalement différente. Et c'est partout en Europe. 3400 musées sont concernés, dont 1300 en France. En Guadeloupe, je pense également que nos musées vont y répondre. Celui, par exemple, du Moule, le musée de Gare-Claire, propose chaque année cette visite. Ce sont des parcours qui sont commentés, des parcours ludiques, des ateliers, des projections, des spectacles vivants et des animations qui donnent une autre vision de nos musées. Alors vraiment, c'est un temps fort, un temps qui est rythmé, qui est un temps intéressant. Je vous conseille vraiment de vous y rendre, de très rapidement regarder le programme et de pouvoir vous rendre cette année encore au musée. Merci. Il me reste juste faire gagner des places pour le concert de Jocelyne Miroir, dimanche 16 avril à 18h. C'est à l'Eden Lodge, c'est à Jarry. Et pour ça, il faut simplement au 0590 96 10 10 me dire comment s'appelait l'ouvrage de Jocelyne Miroir. Tout le monde connaît ça. Le nom de l'ouvrage de Jocelyne Miroir, je ne redonne pas connaître, mais il est trouvé. Et si vous voulez aller voir gratuitement le concert de Jocelyne dimanche à 18h à l'Eden Lodge, rapidement, 96 10 10, et vous avez gagné. Une place? Une seule place? 2 places. 2 places, oui. Et j'ai encore demain, mais c'est pour le concert qui se fait à Senlis vendredi. On y reviendra demain. Ok, je continue avec une petite programmation qui est cette fois-ci mon agenda. Samedi 15 avril, 18h30, figure-toi, Nadik, je ne me présente pas parce que je ne veux pas faire de l'ombre aux autres, mais il y aura l'élection de Mademoiselle Guadeloupe, thème Femme Fort. Et bon, essayez quand même, alors ça va peut-être refroidir certains, l'entrée est payante. Il faut bien quand même pouvoir faire rentrer un tout petit peu d'argent dans cette élection pour pouvoir offrir des cadeaux aux Miss. Donc ça s'appelle Élection Mademoiselle Guadeloupe sur le thème de Femme Fort. C'est pas Miss Guadeloupe, c'est Mademoiselle Guadeloupe. C'est Mademoiselle Guadeloupe. Ouais. Attention, samedi 15 avril, 18h30. Et cette élection se fait, donc, il y a une billetterie qui est ouverte. Et ça, c'est une programmation de la Ville des Abîmes. Oui. Donc renseignez-vous vite auprès de la municipalité pour avoir toutes les informations concernant cette élection et pouvoir vous y rendre ce samedi 15 avril. Je continue samedi 29 avril, c'est un petit peu plus loin, c'est toujours une présentation de la Ville des Abîmes et c'est Winnie Kaona qui est mise à l'honneur cette fois-ci avec donc un concert. Vous allez pouvoir retrouver ces billets sur All Mall Ticket, tout le monde connaît All Mall, A2LMOL. Et tu sais la nouveauté? Dis-moi la nouveauté. Elle sera avec Sadik, Monsieur Sadik. Elle sera exactement, tu m'as enlevé le pain de la bouche. Ah. Alors donc, elle ne sort pas avec Mrs. Zadig. Elle sera avec. Il n'y a pas qu'à sortir avec. Il n'y a pas ça qui ne va pas comprendre ça. Elle sera avec. Elle sera. J'ai compris que tu me disais elle sort avec Mrs. Zadig. J'allais dire ça, c'est un scoop incroyable. Donc en tout cas, oui, elle aura Mrs. Zadig comme guest star, comme on dit si bien. Une infoline pour rappeler, c'est le 06 90 62 40 52. Je répète, 06 90 62 40 52 pour aller voir Winnie Kaona avec comme star invité Monsieur Zadig. Allez, de quoi je peux encore vous parler? J'ai encore quelques petites choses. Un café littéraire qui va se tenir ce 12 avril, c'est aujourd'hui, avec Axel Collingean et son livre Femme Totale. Tu connais Axel Collingean, cette femme qui est dans beaucoup d'associations. Comment s'appelle son association à Axel, s'il te plaît? Ça s'appelle Box Lady. Box.
Box Ladies. Voilà, merci Danick. Merci Danick. C'est à la Warak. Et donc ça, c'est le 12 avril à partir de 18h. Donc 12 avril, Axel Collangean. C'est aujourd'hui. Hein. Oui, elle présente son ouvrage. Elle présente son ouvrage. Forme totale, oui. Tout à l'heure, c'était forme forte, présent, c'est forme totale. De toute façon, la femme est à l'odeur, hein, c'est ce qu'on peut se dire. Quelques jours après elle, toujours café littéraire à la Warak, nous aurons une autre personne qui s'appelle Corinne Dossa, qui présente elle aussi son ouvrage All We Need Love. All We Need is Love. Tu connais pas cette chanson des Vikings? Oui, c'était qui? Les Beatles. Bravo Danick. Tu reviens en seconde semaine, le 20 avril prochain, et c'est à 18h pour Corinne Dossa. Je continue cette fois-ci au Moule, tiens, le Moule, de nouveau. Oui, 19 avril, Zentrailles à la salle Robert Loison. On a déjà parlé de cette pièce de théâtre qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est un homme qui est enfermé et qui rumine ses rancœurs. Il est hanté par des gestes un peu fous qui l'ont conduit à croupir dans cet asile psychiatrique. Je ne vous en dirai pas plus. C'est le 19 avril à la salle Robert Loison. Ça s'appelle Zentrailles. Mais vous retrouverez aussi cette pièce le 22/04, le 22 avril à la salle Gilles Floreau à Gourbert. Toujours la pièce Zentrailles le 23 avril, cette fois-ci, c'est au Ciné-Théâtre du Lamentin. Et le 29 avril à El Rancho Marie-Galante. Donc, une pièce qui nous fait une belle tournée et qui fonctionne très très bien. On continue, cette fois-ci, c'est Marvin qui est au Casino du Gosier, et c'est tout là, le 14 avril. Vendredi 14 avril, vous allez retrouver Marvin au Casino du Gosier. Une petite particularité quand tu vas voir un spectacle au Casino du Gosier, la pièce d'identité obligatoire. Ah bon? Pas oublié. Mais non, mais tu rentres dans un lieu qui est un casino qui n'est pas ouvert à toute tranche d'âge. Donc, la pièce d'identité est obligatoire, même si tu ne joues pas aux machines à sous. Okay. Allez, je vous donne quand même encore une dernière petite envie parce que ça me plaît. On parle bien sûr de Festival de Terre de Blues. Chaque fois, je vais vous en parler un peu. Ça va commencer là, le vendredi 26 mai 2023. On n'a toujours pas le programme fixé. Figure-toi, le programme, je reviendrai dessus. Il y a beaucoup de monde. Figure-toi que ça y est, j'ai pris ma place. J'ai pris, pas ma place encore, mon hébergement, la voiture. C'est une lutte, c'est difficile, Danick. Hein. Si vous n'avez pas encore fait le nécessaire, si vous n'avez pas fait le nécessaire, faites-le vite, il reste encore quelques hébergements. Ah bon? Après, eh bien, je pense que c'est le camping sur la plage. Mais ça, c'est bien aussi. Ou le bateau. Et je parlerai de bateau la semaine prochaine. Merci Martine, merci tout le monde. Je rappelle donc en début du ZCL, on a reçu, il faut le dire, Iman Choudan, José Turlepin, qui sont deux chroniqueuses avec Martine qu'on vient d'entendre. On a reçu aussi Odile Joseph, la présidente de Freedom Butterflies. C'est une association qui aide à l'apaisement pour les enfants, avec Dominique Vénéré, responsable du pôle art et culture de Freedom Butterflies. On a reçu Ludovic Enel, agriculteur du projet Nati Culture, qui présente toutes les plantes médicinales que vous pouvez imaginer dans son jardin au Lamentin, en cramant des autres points contact éveil. Et puis on a terminé avec Martine. Sinon, l'actualité, on a fait un petit tour à Port-Louisienne a vu son jardin complètement ravagé. C'est une affaire souvent familiale. Un sujet sur les plantes médicinales, les remèdes rasés avec Sévine Méridan. Puis on devrait parler du Conseil municipal des Abus, ce sera peut-être ce soir, avec Harold. Sinon, on vous retrouve demain. Demain, c'est jeudi. Et jeudi, on est encore là avec vous. Alors, je rappelle très rapidement, si vous voulez aller voir le concert de Jocelyne Béroir, dimanche à 18h, 2 places gratuites, 96 10 10. Il suffit simplement de nous dire comment s'appelle l'ouvrage que Jocelyne Béroir a sorti quelque temps après le décès de Jacob Desvarieux. C'est très 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 facile. Et donc Jordan est là, il pourra vous remettre, vous dire si vous avez gagné, puisqu'on a donné le titre de l'ouvrage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain, dans le même soleil.